Mes parents ont humilié mon fils sous les rires de toute la famille, ce n'est qu'un enfant, il s'en remettra. Mais quand mon fils s'est levé et a dit, je n'oublierai jamais ça, un silence s'est abattu sur la table, et le lendemain matin, le monde de mes parents s'est effondré d'une façon qu'ils n'avaient jamais vu venir. Ils ont tous ri quand il a pleuré. Mon père a ricané, ce n'est qu'un enfant, il s'en remettra, et ma mère, bonté divine, a fait teinter son verre de vin en ajoutant, le drame coule dans nos veines. Mon fils de 10 ans était assis là, clignant des yeux pour chasser la brûlure, les poings serrés sous la nappe. Personne ne s'est tourné vers lui, ni ses grands-parents, ni ses oncles, pas même ma sœur en or qui avait tout déclenché avec une blague cruelle sur son bégaiement. Je le fixais, essayant de retenir sa douleur en moi comme un barrage retient une inondation, mais il m'a devancé. Il s'est levé. Je n'oublierai jamais ça. A-t-il dit, la voix tremblante mais assez forte pour fendre chaque sourire dans cette pièce. Silence. Mon nom est Jordan Pierce, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Parce que parfois, la plus petite voix peut provoquer le plus grand effondrement. Avez-vous déjà vu votre enfant se faire humilier pendant que toute votre lignée rit comme si c'était une sitcom? Parce que c'est ce que j'ai vu hier soir. Et je n'ai pas dit un mot. Pas encore. Nous étions tous à la longue table en chaîne du domaine de mes parents, un grand dîner pour célébrer la famille. Mon père venait de conclure une affaire, ma sœur Eleanor avait eu une promotion, et mon fils, Eli, on s'est moqué de lui pour avoir mal prononcé, félicitations. Ils ont ri. Ils ont hurlé de rire. Mon beau-frère a même filmé la scène avec son téléphone en murmurant, du pur génie comique. Eli m'a regardé avec ses yeux suppliants, des yeux qui n'avaient connu que ma gentillesse, des yeux qui demandaient. Papa, pourquoi tu ne les arrêtes pas? Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Parce que la vengeance, la vraie, la profonde, l'inoubliable vengeance, exige de la patience. Elle exige le silence avant la tempête. Ce soir-là, après le dîner, j'ai bordé Eli dans son lit dans notre chambre d'amis. Sa voix était faible. Je ne viendrai plus aux réunions de famille, a-t-il murmuré. Je sais, mon grand, ai-je dit en l'embrassant sur le front. Tu n'auras plus à le faire. J'ai marché dans le long couloir de cette maison où j'ai grandi, une maison où l'on m'a appris à me taire, à être poli, à avaler la honte avec du vin et de faux sourires. Plus maintenant. Car ce que ma famille ignorait, c'est que je préparais quelque chose depuis plus d'1 an, et il venait de me donner la raison parfaite pour enfin passer à l'action. Le lendemain matin, au lever du soleil, l'héritage de mes parents commencerait à pourrir de l'intérieur, comme un fruit qui semble parfait jusqu'à ce qu'on le touche et que les doigts s'enfoncent dans la peau. Attendez de voir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis près de la fenêtre de la chambre d'amis, regardant le clair de lune caresser le petit visage d'Eli. Il dormait enfin, une main agrippée au lion en peluche que ma défunte femme lui avait offert, la seule chose qu'elle avait laissée derrière elle qui portait encore son odeur. Il serait bientôt en sécurité, loin de ces gens qui portaient leur cruauté comme un parfum. À 5 heures du matin, je suis entré dans le bureau de mon père. Le même bureau en acajou depuis les années 90, le même tiroir verrouillé. Mais je connaissais le code, l'anniversaire de ma mère, bien sûr. À l'intérieur, des papiers de banque, des procurations et le testament mis à jour, celui que j'étais censé co-signer il y a des mois, leur donnant accès au fonds en fiducie d'Eli à des fins familiales. Je ne l'ai jamais signé. À la place, j'ai fait des copies. Puis, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application que j'avais conçue et que mes parents avaient oubliée. Pure Sécure. Ils l'utilisaient encore pour stocker des PDF privés, des contrats familiaux, des documents fiscaux. J'avais toujours les droits d'administrateur. Et maintenant, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Car quand ils ont humilié mon fils, ils n'ont pas seulement franchi une ligne. Ils ont allumé la mèche sous des fondations que j'avais déjà fissurées. À 7 heures, j'ai passé un appel. Jessica, lance l'audit privé. Communique les dossiers du fiduciaire au cabinet et envoie le clip. Elle a hésité. La vidéo de ton neveu qui se moque d'Eli? Oui, ai-je dit. Envoie-la à tous les partenaires et au conseil d'administration. Tu es sûr de vouloir les anéantir, Jordan? J'ai regardé par la fenêtre mon père, en peignoir, sirotant son café au bord de la piscine en fredonnant du Sinatra. Ils m'ont enterré pendant des années, ai-je murmuré. Il est temps qu'ils voient à quoi ressemble la vue d'en bas. À 9 heures, le chaos avait commencé.
Le téléphone de mon père a sonné en premier, puis celui de ma sœur, puis la ligne fixe du domaine a commencé à exploser comme en 1998. Car ce qu'ils ignoraient, c'est que pendant qu'ils riaient du bégaiement de mon fils, le fonds en fiducie qu'ils pensaient contrôler, l'héritage qu'ils avaient manipulé de la succession de ma défunte femme, avait déjà été transféré au nom d'Élie, de manière irrévocable. Leur accès avait été résilié par une clause légale que j'avais insérée, datée du jour où ils avaient tenté pour la première fois d'en prendre le contrôle. Puis vint la vraie tempête. L'audit a révélé des activités douteuses. L'action de l'entreprise de mon père a été gelée. Son compte de luxe signalé. Le bonus de ma sœur révoqué. Il s'avère que lorsque votre entreprise reçoit une vidéo de vous en train de vous moquer d'un enfant ayant un trouble de la parole, les clients commencent à disparaître. Je me tenais dans la cuisine lorsque ma mère est entrée en trombe, pieds nus, le visage rouge. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai pris une gorgée de café et j'ai souri. Je montre simplement à Ellie ce que signifie vraiment se défendre. Sa voix s'est brisée. « Tu fais ça à ta propre famille. » Je me suis penché vers elle. « C'est vous qui avez commencé. » Puis je suis sorti, de retour vers mon fils, de retour vers un avenir qu'il ne contrôlait plus. Et à ce moment-là, la maison qui m'avait élevé me semblait enfin plus petite que l'homme que j'étais devenu. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je pouvais l'entendre résonner dans les couloirs du domaine comme un battement de cœur paniqué. Ligne fixe, portable, notification qui explosait. J'ai préparé le petit déjeuner comme si de rien n'était. Ellie aimait ses œufs brouillés, ses toasts croustillants, ses fraises coupées en deux. Il a mangé en silence, portant toujours le sweat à capuche trop grand dans lequel il avait dormi. Ses yeux étaient plus clairs ce matin, mais derrière eux, je voyais le mur qui se construisait, celui que j'avais bâti à son âge, brique par brique. Je ne le laisserai pas le finir. « Ça va, mon grand ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête en mâchant lentement. « Tu ne leur as pas crié dessus. » Je n'en avais pas besoin, ai-je dit. Parfois, le silence est plus fort que les cris. Il a penché la tête, curieux. Est-ce qu'ils ont eu des ennuis? J'ai souri. Ils apprennent ce qui arrive quand on blesse quelqu'un qui est resté silencieux trop longtemps. Au moment où nous sommes sortis, la maison ressemblait à un royaume en ruine. Mon père était au téléphone dans son bureau, aboyant des ordres à des avocats qui avaient déjà 2 temps de retard. Ma mère pleurait dans le solarium, serrant un verre de vin blanc et accusant les trolls des réseaux sociaux. Eleanor, elle, était recroquevillée sur une chaise longue, faisant défiler son téléphone, supprimant des publications, essayant de nettoyer son empreinte numérique. Mais la vidéo était déjà virale. C'est le propre de la cruauté, elle résonne plus longtemps que la bonté, surtout quand elle est filmée. À midi, j'ai emmené Ellie faire un tour en voiture. Pas seulement pour s'échapper, mais pour commencer quelque chose. Le centre à but non lucratif se dressait fièrement au centre-ville, niché entre des tours de verre et des ruelles rouillées. Centre Starlight pour les enfants ayant des troubles de la communication. Je l'avais financé discrètement après le décès de ma femme, sans jamais en parler à ma famille. Ce n'était pas pour eux. C'était pour Ellie. Et maintenant, c'était à lui. J'ai déverrouillé les portes, allumé les lumières et lui étendu la clé. Ceci t'appartient maintenant, ai-je dit doucement. Ta mère et moi l'avons construit pour les enfants qui se sentent comme tu t'es senti hier soir. Il a regardé la clé. Mais je ne suis qu'un enfant. Je me suis agenouillé. Exactement. Et un jour, un autre enfant entrera ici, effrayé et seul, et ton nom sera sur la porte qui s'ouvrira pour lui. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas souri. Il a juste hoché la tête, comme si quelque chose d'ancien en lui comprenait. Quand nous sommes revenus au domaine, le silence était différent. Plus de téléphone, plus de cris. Juste 3 personnes assises dans une pièce remplie de conséquences qu'elles n'avaient jamais pensé voir arriver. Mon père n'a pas levé les yeux. Ma mère a à peine croisé mon regard. Eleanor a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêtée. Sa voix, qui avait toujours été la plus tranchante, tremblait maintenant comme un mur de papier sous la pluie. Je n'ai rien dit. Je leur ai juste tendu une enveloppe. À l'intérieur, une déclaration imprimée annonçant ma séparation complète de la fiducie familiale, renonçant à toute prétention sur le domaine et coupant les liens. En pièces jointes, une photo, moi, Ellie et sa mère, souriant, avant tout ça. Avec une note griffonnée à l'encre en dessous, il n'oubliera pas. Et moi non plus. Puis je suis parti.
Parce que parfois, la vengeance n'est pas la destruction. C'est simplement laisser les gens pourrir dans la maison qu'ils ont eux-mêmes incendiée, avec toutes les fenêtres fermées. Je ne pensais pas qu'il me suivrait, mais la culpabilité est une bête étrange. Elle ne meurt pas en silence. Elle se débat, griffe, crie pour obtenir l'absolution de ceux-là même qu'elle a blessés. 3 heures après leur avoir remis la lettre, mon père s'est présenté à mon appartement. Pas de chauffeur, pas de Rolex. Juste lui, seul, transpirant dans son polo de golf. Il a sonné 3 fois. Je n'ai pas répondu. Il a attendu, assis sur les marches de l'immeuble comme un étranger, comme un homme devant les portes d'une vie qui ne lui appartenait plus. Je l'observais depuis la fenêtre. Ellie était dans sa chambre, un casque sur les oreilles, en train de peindre. J'ai ouvert la porte. Il s'est levé lentement. On peut parler ? Je me suis écarté mais n'ai rien dit. Il est entré comme s'il ne reconnaissait pas l'endroit, comme si l'air était trop réel, trop honnête. C'est ici que tu vis ? Pour l'instant. Il a regardé autour de lui. Pas de sol en marbre, pas de lustre. Juste de la chaleur, des jouets, des coins douillets, un éclairage tamisé, des murs remplis de dessins d'enfants et de vieux souvenirs scotchés avec amour, pas avec fierté. Il s'est assis à la table. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin hier soir. Non, ai-je dit. Tu voulais juste rire d'un enfant de 10 ans. Il a tressailli. Je n'ai pas ri. C'est ta mère qui a ri, Eleanor. Tu ne les as pas arrêtés, les jeux interrompus. Tu m'as appris que le silence est un consentement. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Je l'ai regardé rapetisser, l'homme qui commandait des salles de conseil, qui imposait le silence d'un regard, cherchait maintenant ses mots comme un enfant pris en train de tricher. J'ai travaillé toute ma vie pour protéger cette famille. J'ai fait des sacrifices, j'ai mis de la nourriture sur votre table. J'ai hoché la tête. Tu nous as donné des repas, mais tu les as servis avec de la honte. Il a détourné le regard. Pourquoi maintenant ? Pourquoi tout détruire pour une blague ? J'ai sorti mon téléphone, j'ai affiché la vidéo. Ellie, le visage rouge, Eleanor gloussant, les autres l'encourageant, et mon père, souriant en coin. J'ai mis sur pause. Tu vois une blague. Ai-je dit. Moi, je vois qu'on apprend à mon fils qu'il est inférieur. Il est resté silencieux. Tu m'as élevé pour être fort, n'est-ce pas ? Dur. Un homme subvient aux besoins, protège. Je me suis penché. Je protège. Juste pas toi. Sa voix a baissé. Tu m'as couvert de honte devant tout le monde. J'ai souri. Maintenant, tu sais ce qu'Ellie a ressenti. Il s'est levé, les yeux brûlants, la mâchoire serrée. J'ai bâti un empire, Jordan. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte. Alors tu aurais dû te construire un cœur à la hauteur. Il est sorti, mais pas avant de se retourner. Je t'ai perdu, n'est-ce pas ? Non, ai-je dit doucement. Tu m'as abandonné il y a longtemps. Tu ne l'as juste jamais remarqué. J'ai fermé la porte derrière lui et je l'ai verrouillée. Ellie est sortie un instant plus tard, se frottant les yeux. C'était grand-père ? Je me suis agenouillé. Plus maintenant. Il a hoché la tête. Et juste comme ça, notre arbre généalogique a perdu quelques branches pourries. Parfois, pour grandir, il faut élaguer ce qui vous empoisonne, même si ça ressemble à un foyer. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais le problème avec les gens comme ma mère, c'est qu'ils ne tombent pas en silence. Ils mettent en scène leur chute comme si c'était une pièce de théâtre, des larmes, des tentatives de culpabilisation et des messages soigneusement élaborés envoyés aux bonnes personnes. 3 jours plus tard, j'ai reçu le premier appel. Salut mec, j'ai entendu un truc de fou. Ta mère dit que tu poursuis la famille en justice pour de l'argent. Puis un texto d'un vieux cousin, elle a dit qu'Ellie est en thérapie à cause de toi. Mensonge après mensonge, fabriqué comme de la soie, mais tissé avec du venin. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. À la place, j'ai fait fuiter autre chose. Un seul email de ma mère, datant de 6 mois. Objet, le trouble du gamin de Jordan. Nous devrions envisager le pensionnat, peut-être en Europe. Pas besoin de le garder dans les parages une fois que le testament sera réglé. Je n'ai rien flouté. J'ai joint une copie du testament, avec ses annotations en rouge,
et je l'ai posté anonymement, avec la vidéo, sur un forum privé destiné aux partenaires commerciaux locaux et aux donateurs de la communauté. À midi, les retombées avaient commencé. Le conseil d'administration de son œuvre de charité l'a suspendue. Son club onologique l'a exclue. Elle est devenue virale, non pas comme l'élégante matriarche de la famille Pierce, mais comme la femme qui s'est moquée du handicap de son petit-fils dans son dos en sirotant du chardonnay. Le lendemain, elle s'est présentée devant l'école d'Ellie. Elle portait des lunettes de soleil, un foulard, comme si la honte avait un code vestimentaire. Je suis sorti de la voiture avant qu'Ellie ne la voie. « Tu n'es pas la bienvenue ici », ai-je dit. Sa voix tremblait. Je ne savais pas que l'email allait. « S'il te plaît, je suis toujours ta mère. »« Tu l'étais », ai-je dit. Avant de décider de sacrifier ton petit-fils pour le contrôle. Elle a tendu la main. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, impassible. « Rien. C'est ce que tu lui as donné ce soir-là. C'est ce que je te rends. » Puis j'ai tourné les talons, j'ai fait entrer Ellie et je ne me suis jamais retourné. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'Elanor. « Je sais que tu me détestes, mais maman perd la tête. Elle n'a pas mangé depuis des jours, elle a peur de sortir. » J'ai fixé l'écran. Puis j'ai tapé, peut-être qu'elle comprendra ce que ça fait de se cacher. Bloqué. Ce week-end-là, Ellie et moi avons peint le mur du salon en bleu ciel. Tu veux des étoiles aussi ? Je l'ai laissé faire. Il en a peint une grande et jaune au milieu et a écrit « Moi » à l'intérieur. Je lui ai demandé pourquoi. « Parce que tu as dit que je brille », a-t-il répondu, même quand ils essayaient de me cacher. Et je jure que j'ai dû me détourner pour respirer, car à ce moment-là, j'ai réalisé que cette vengeance n'était pas seulement une punition. C'était une protection. C'était la preuve que même quand le monde essaie de vous faire taire, vous pouvez toujours apprendre à votre enfant à rugir. Lundi, la lettre est arrivée. Enveloppe épaisse, blason doré. Ce même vieux papier à lettres de la famille Pierce, utilisé pour les mariages, les collectes de fonds et maintenant, apparemment, les excuses. À l'intérieur, une carte, les affaires de famille se règlent de préférence avec grâce. Nous espérons que vous reconsidérez votre position avant que cela ne devienne irréversible. Pas de signature. Juste un chèque. 500 000 $. Un pot de vin. Un drapeau blanc fait d'argent sale. J'ai ri. Parce que ça, c'était leur langage. Le silence s'achetait, la culpabilité se négociait, et l'amour, eh bien, il venait avec des conditions et des zéros. J'ai pris une photo du chèque, puis je l'ai brûlé dans l'évier. Ellie se tenait à côté de moi, regardant les flammes lécher leur offre. « Tu ne le prends pas ?» a-t-il demandé. « Non » ai-je dit. « Parce qu'il pense encore qu'on peut nous acheter. » Ses yeux ont brillé d'une lueur vive, fière. Plus tard dans la journée, nous sommes allés au centre Starlight. C'était calme, le personnel était en formation, préparant la préouverture. J'ai tendu à Ellie une petite boîte. À l'intérieur, une plaque nominative en argent, la salle Ellie. Un espace pour les enfants comme lui. Pour l'art, pour l'expression, pour le pouvoir. Il l'a tenue sur ses genoux comme si elle était en or. C'est vraiment à moi. Ça l'a toujours été, ai-je dit. C'est juste qu'il ne pouvait pas le voir. Ce soir-là, le journal local a publié un article, un fondateur fait don d'un centre à son fils après qu'un conflit familial est devenu public. Le sous-titre, il mérite un monde qui l'écoute. L'article a fait le tour. Des parents ont envoyé des messages, d'autres enfants ont pris contact, des enseignants ont offert leur soutien. Une vague de quelque chose de nouveau a commencé, le respect. Pendant ce temps, au domaine, le nom Pierce était devenu un poison. Le cabinet de mon père a été frappé par une pétition, un ancien associé se retirant. Le visage de ma mère, autrefois affiché dans les magazines sur papier glacé et les invitations à des événements, avait disparu, remplacé par des mèmes et des menaces indignées. Mais le pire est venu discrètement. Une lettre de leur avocat. Monsieur Jordan Pierce, avec effet immédiat, vous êtes retiré du conseil d'administration du domaine familial et des affaires juridiques. Veuillez restituer tous les effets personnels obtenus par le biais des actifs familiaux. J'ai fixé le papier pendant un long moment, puis j'ai répondu, fait. Mais je garde mon nom, et il garde le sien. Et j'ai signé, pas avec mes meilleures salutations, ni, cordialement, juste, un père.
Parce que c'est ce que j'étais devenu quand ils ont cessé de prétendre être une famille. Pas leur marionnette, pas leur héritier. Le père du garçon qu'ils avaient essayé de briser. Et dans le silence qui a suivi, je jure que j'ai entendu la maison grincer, comme si même les murs avaient honte. Le message vocal est arrivé à 2h14 du matin. J'ai laissé sonner. Puis un autre, et un autre. 14 appels manqués au lever du soleil. La voix d'Elanor, rauque, a finalement percé le haut-parleur. Ils ont gelé les comptes de maman. La fondation fait l'objet d'une enquête. Papa a eu une crise de panique, il est à l'hôpital. Tu es content maintenant? Tu es fier de ce que tu as fait? Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la chambre d'Ellie, le regardant dormir, sa poitrine se soulevant lentement, paisiblement. Fier? Non. Mais j'en avais fini de m'excuser de protéger mon fils des loups vêtus de perles et de chaussures cirées. Plus tard ce matin-là, j'ai visité l'hôpital. Pas pour eux. Pour clore le dossier. Mon père était dans une chambre privée, des fils sur sa poitrine, des moniteurs qui bipaient doucement. Elanor s'est levée quand elle m'a vu. Tu es là, a-t-elle murmuré, les yeux gonflés, le mascara coulant. Pas pour toi. Mon père a cligné des yeux, faible, silencieux. Le combattant en lui, réduit au silence par une réalité à laquelle il ne s'était jamais préparé. Une réalité où le pouvoir ne pouvait pas être hérité, seulement mérité. Et il n'avait jamais mérité le mien. Je suis venu, ai-je dit, parce qu'Ellie mérite de savoir ce qui s'est passé quand tu es finalement tombé. Je l'ai regardé dans les yeux. Mon père a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Juste ce regard, mi-honte, mi-incrédulité, que le garçon qu'il avait élevé pour être silencieux était devenu l'homme qui avait incendié le palais. Elanor s'est avancée. Nous sommes toujours ta famille. Je me suis tourné. Non. Vous étiez mon sang. C'est différent. Je suis sorti. Sur le chemin du retour, Ellie m'a envoyé un texto. On peut aller au centre après l'école? Je veux finir la fresque. J'ai répondu, bien sûr. J'apporterai tes peintures. C'est ce que nous avons fait cet après-midi-là. Le soleil chaud contre les fenêtres, Ellie a peint les dernières touches. C'était un grand mur, la moitié de la pièce. Il avait dessiné un arbre, mais le tronc était fissuré, creux à la base. Et de là, une seule branche poussait vers l'extérieur, lointaine et lumineuse, avec une balançoire suspendue doucement. Je l'ai regardé. C'est toi qui as fait ça? Il a hoché la tête. L'arbre, c'est eux, a-t-il dit. Mais la balançoire, c'est moi. C'est toi qui as construit cette balançoire. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas de douleur, mais de libération. Parce que la vengeance, ce n'est pas seulement la destruction. C'est construire quelque chose de plus fort à sa place. Le genre de justice qui dure plus longtemps que la colère. Le genre d'amour qui survit au feu. Nous avons organisé l'inauguration du centre Starlight un dimanche. Ellie portait un blazer marine, les cheveux légèrement en désordre comme il aimait. Il se tenait à côté de moi, serrant ma main plus fort que d'habitude. Des dizaines de familles sont venues. Des enfants aux yeux brillants, aux voix calmes, aux pas timides. Mais dès qu'ils ont vu les couleurs, les fresques, l'éclairage doux, ils ont souri. Tout comme lui. Un par un, ils sont entrés, et quelque chose dans l'air a changé. Pas de la pitié, pas de la charité. De la dignité. Des journalistes étaient là aussi. Ils ont posé les questions habituelles. Pourquoi maintenant? Pourquoi ceci? Est-ce à propos de votre famille? J'ai regardé Ellie, puis j'ai dit, c'est à propos d'un garçon à qui on a dit qu'il s'en remettrait, mais qui, au lieu de ça, a grandi à travers cette épreuve. Des applaudissements ont parcouru la salle. Mon téléphone a vibré au milieu du discours. Un message de l'avocat de mon père. Le domaine Pierce est en cours de liquidation. Actif saisi. Enquête en cours confirmée. Une ligne à la fin, ils veulent voir Ellie une dernière fois. J'ai reposé le téléphone. Ils avaient eu toute une vie pour le voir, et ils avaient choisi la moquerie. L'argent. Qu'ils choisissent le silence maintenant. Après l'événement, Ellie a couru dans les couloirs, montrant aux autres enfants la salle Ellie. Il distribuait des feutres, des autocollants, même des câlins. Une petite fille a murmuré, moi aussi, je parle bizarrement.
Il a souri. C'est cool. Tu devrais m'apprendre. Dehors, le ciel est devenu ambré. Je me tenais sous la fresque qu'il avait peinte. Cet arbre brisé, cette unique balançoire. Il est venu à côté de moi, les yeux fixés dessus. Tu penses qu'on leur manque? A-t-il demandé. Peut-être, ai-je dit. Mais le fait que nous leur manquions ne signifie pas qu'ils ont changé. Il a hoché la tête lentement, pensivement. Le genre de sagesse dont aucun enfant ne devrait avoir besoin, mais qu'il portait avec grâce. Puis il a sorti quelque chose de son sac à dos et me l'a tendu. Un dessin plié. C'était nous, assis ensemble sur la balançoire. Dans le coin, il avait écrit « On n'est pas tombé, on s'est envolé ». Je me suis agenouillé, je l'ai serré fort contre moi et j'ai murmuré « Tu m'as sauvé aussi, tu sais ». Il a souri contre ma poitrine. Je sais. Ce soir-là, de retour à la maison, nous nous sommes assis sur le balcon et avons regardé les étoiles. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas en colère, ni amer, ni vengeur. Juste plein. Plein d'amour, de liberté, de ce genre de paix qu'aucun héritage ne pourrait jamais acheter. Parce qu'à la fin, ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une renaissance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire. Ma femme a ri quand j'ai perdu mon travail, j'ai toujours su que tu échouerais. Je ne lui ai pas parlé du brevet que j'ai vendu pour 67 millions de dollars. Quand elle a demandé le divorce pour « monter en gamme », j'ai tout accepté. Quand elle et son avocat l'ont découvert des mois plus tard, il était. Je m'appelle Alan. Ma vie a été un enfer avec ma femme, alors quand elle s'est moquée de moi et a décidé de mettre fin à notre mariage parce que j'avais perdu mon travail, j'ai accepté tout ce qu'elle voulait prendre. Et elle a bien pris la maison et la voiture que j'avais achetée pour nous quand tout allait bien. Mais il y a quelque chose qu'elle n'a jamais su que j'avais, et je vais tout vous raconter, ainsi que la manière dont sa vie s'est effondrée quand elle l'a découvert. J'ai rencontré Sandra, la femme qui est devenue mon épouse il y a 8 ans, par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une petite soirée. C'était une sortie habituelle avec quelques visages familiers, et puis il y avait elle. Nous avons commencé à discuter ce soir-là et je me souviens avoir pensé, elle me comprend vraiment. Peu de temps après cette soirée, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Les cafés se sont transformés en dîners, les appels tard le soir sont devenus des SMS le matin et, avant même de m'en rendre compte, nous parlions d'un avenir commun. Nous ne sommes pas sortis ensemble pendant des années, tout est allé assez vite. Je ne dirais pas que nous nous sommes précipités dans le mariage à l'aveuglette, mais nous n'avons certainement pas traîné les pieds. Je pensais avoir trouvé ma côte manquante. Je sais que ça sonne cliché, mais j'étais certain d'elle. À l'époque, je travaillais comme ingénieur logiciel. J'avais décroché un bon emploi dès la sortie de l'université, et au moment où Sandra et moi nous sommes mariés, je gagnais très bien ma vie. Mon salaire couvrait tout ce dont nous avions besoin, et même plus. Nous partions en vacances 2 ou 3 fois par an. Sandra aimait faire du shopping et elle n'avait pas à regarder les étiquettes de prix à l'époque. Je voulais qu'elle profite de la vie. Il y a une certaine fierté à pouvoir prendre soin de sa famille sans se soucier de chaque dollar. De l'extérieur, nous ressemblions à un couple bien assorti qui réussissait dans la vie. À l'intérieur, je pensais avoir tout ce dont j'avais besoin. Mais la vérité, c'est que les gens peuvent profiter du même soleil tout en cherchant des choses différentes. Je ne le voyais pas encore à l'époque. Je ne réalisais pas que la vie que je pensais que nous construisions ensemble était quelque chose qu'elle voyait très différemment. 6 ans après notre mariage, les choses ont commencé à changer. L'entreprise pour laquelle je travaillais depuis ma sortie de l'université a commencé à stagner. Nous ne progressions plus comme avant, les bénéfices étaient en baisse. La direction nous a réunis pour une série de réunions et nous a dit la vérité, pour maintenir l'entreprise à flot, il devait faire des coupes sérieuses. La première chose à disparaître, nos primes. Mais ce n'était pas tout. Ils nous ont dit que si l'entreprise était rachetée, nous serions autorisés à vendre nos brevets de manière indépendante, ceux que nous avions créés pendant notre temps là-bas. Cela a attiré mon attention. J'avais un brevet logiciel particulier que j'avais développé. Je connaissais sa valeur. Si l'entreprise était vendue, je pourrais le présenter et le vendre, et pas seulement pour quelques milliers. Ce brevet pourrait changer ma vie. C'est pourquoi je suis resté. J'avais d'autres offres,
bien sûr. J'aurais pu prendre un nouveau poste ailleurs, mais je croyais en cette possibilité et, honnêtement, je sentais que je devais quelque chose à l'entreprise. Il m'avait donné ma chance à la sortie de l'université et je me sentais loyal. Les problèmes ont commencé à la maison dès que j'ai raconté à Sandra ce qui se passait. J'avais expliqué que les choses seraient un peu serrées pendant un certain temps. Je lui ai dit que les primes avaient disparu pour le moment, mais que nous n'étions pas en train de nous noyer. Nous devions juste nous calmer un peu jusqu'à ce que la situation s'améliore. Sa réaction a été brutale. Elle m'a lancé ce regard, comme si je l'avais personnellement insulté. Puis ce fut le silence glacial. Cette conversation a ouvert un nouveau chapitre de notre mariage, et pas un bon. C'était comme si la femme que j'avais épousée disparaissait lentement. Sandra était autrefois compréhensive, ou du moins elle faisait assez bien semblant. J'ai commencé à remarquer que pour elle, tout était une question de statut. Elle est devenue obsédée par les apparences et ce que les gens pensaient. Soudain, elle me comparait à tous les hommes qu'elle connaissait. Une fois, elle m'a même demandé sans détour pourquoi elle devait vivre comme ça, comme si nous étions dans la pauvreté ou quelque chose du genre. Ce n'était pas le cas. Nous vivions toujours dans notre maison, nous avions toujours 2 voitures, nous mangions toujours bien. Mais elle ne partait plus en vacances 3 fois par an. Elle n'achetait plus de nouveaux sacs à main chaque semaine. Pour elle, c'était ça, la souffrance. J'essayais de lui dire que les choses pouvaient changer d'un jour à l'autre, que je ne restais pas les bras croisés. Mais chaque fois que je disais ça, elle riait et disait « Oh, s'il te plaît, prophète Alan, devrais-je attendre d'être dans ma tombe avant que les choses ne s'arrangent ?» Elle le disait avec un tel sarcasme. J'ai essayé d'expliquer que changer de travail n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Je lui ai dit que courir après un confort à court terme pourrait signifier passer à côté de quelque chose de plus grand. Elle s'en fichait. Elle m'a dit sans détour, alors va chercher un autre travail. Je ne veux rien entendre. Et ça ne s'est pas arrêté au mot. Elle a commencé à rentrer tard, et à un moment donné, elle a passé une nuit dehors. Je lui demandais où elle était, et elle disait qu'elle avait dormi chez une amie. Je lui ai demandé calmement, « Sandra, tu n'as pas pensé à rentrer avant la tombée de la nuit ?» Elle a ricané. « Quoi, je suis censé rentrer à la maison pour te garder maintenant ?» Il est devenu évident pour moi qu'elle n'avait pas seulement perdu le respect pour moi, elle m'en voulait. Et elle a ajouté autre chose, « Tu ne dépenses plus d'argent pour moi, alors ne me dis pas quoi faire. » Après ça, j'ai arrêté d'essayer. Parce que chaque fois que j'abordais un sujet, elle soupirait de manière dramatique ou quittait la pièce. Je suis devenu silencieux et renfermé. J'avais l'impression de vivre avec quelqu'un qui voulait que j'échoue, juste pour avoir une excuse pour partir. Et le pire, c'est que je m'accrochais encore, espérant toujours qu'elle se ressaisirait. Mais j'avais tort. Tout dans mon mariage a vraiment commencé à s'effondrer le jour où j'ai appris la nouvelle. L'entreprise pour laquelle je travaillais avait été officiellement rachetée. L'issue était prévisible depuis un certain temps. Quand les nouveaux propriétaires sont arrivés, ils voulaient une équipe réduite, principalement leurs propres gens. On m'a dit poliment que je serais licencié avec une indemnité de départ. Quand je suis rentré ce soir-là, je savais que je devais le dire à Sandra. Je ne m'attendais pas à du réconfort, car je n'en avais pas reçu beaucoup de sa part depuis longtemps. Je l'ai fait asseoir et je lui ai dit directement, l'entreprise a été rachetée. Je vais être licencié. Ils offrent une indemnité. Mais avant même que je puisse finir, elle a ri, m'a regardé dans les yeux et a dit, j'ai toujours su que ce jour arriverait. Tu n'es tout simplement pas fait pour réussir. Je ne sais pas comment décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était comme si elle avait attendu, s'attendant à ce que j'échoue, ou comme si on lui donnait enfin raison sur quelque chose qu'elle avait noté dans sa tête. À partir de ce moment, tout a empiré. Elle se moquait de moi devant ses amis. Elle disait des choses comme « il m'a épousé juste pour ruiner ma vie ». Ou « j'aurais dû le voir venir, il n'a jamais été sérieux ». Mais ce qu'elle ne savait pas, et que je ne lui ai jamais dit à cause de son comportement, c'est que j'avais une dernière carte en main. Voyez-vous, lorsque l'entreprise a annoncé l'acquisition, dans le cadre de l'accord, j'avais ce brevet que j'avais développé principalement seul. Mon ancien patron était au courant et m'avait dit « Alan, ne laisse pas partir ce brevet pour une bouchée de pain. Ces nouveaux propriétaires le voudront à tout prix. Ils paieront cher pour l'avoir. » Il était confiant, et cela m'a donné un petit espoir silencieux. Mais je n'ai rien dit à personne. Pas même à ma femme.
Je ne lui faisais plus confiance. Elle m'avait déjà montré que je n'avais de valeur à ses yeux que lorsque l'argent coulait à flot. Alors j'ai gardé ce secret. Cela faisait un mois que j'avais perdu mon travail, et pendant ce court laps de temps, l'attitude de Sandra était passée de mauvaise à carrément cruelle. Donc, au moment où les papiers du divorce sont arrivés, honnêtement, je n'ai pas été surpris. Elle m'a dit que sa raison était que nous nous étions éloignés. Comme je ne disais rien, elle a ajouté, je me suis contenté de trop peu pendant trop longtemps. J'ai besoin de quelqu'un qui a de l'ambition. Cette phrase m'est restée. Sandra avait déjà tourné la page de notre mariage. Je n'avais pas de preuves, mais j'avais une forte intuition qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Ces nuitées soudaines et la façon dont elle avait cessé de faire semblant de me respecter prenaient tout leur sens. Alors, je ne me suis pas battu. J'ai fait appel à mon avocat, puis j'ai signé les papiers. J'ai accepté absolument tout ce qu'elle voulait, la maison, la voiture et une pension alimentaire. Mais j'avais une condition. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai demandé que les paiements de la pension alimentaire soient calculés à l'avance afin que je puisse tout payer en une seule fois avec l'indemnité de licenciement que j'avais reçue. De cette façon, ni elle ni son avocat ne me poursuivraient à l'avenir si ma situation financière changeait. Et plus important encore, nous avons inclus une clause dans l'accord stipulant qu'elle n'aurait pas le droit de me poursuivre pour des paiements supplémentaires à l'avenir, quoi qu'il arrive. Sandra était ravie. On pouvait le lire sur son visage. Elle croyait vraiment qu'elle partait avec tout. Elle a même ri lorsque son propre avocat a hésité. Je me souviens encore de son avocat essayant de la conseiller de ne pas renoncer à ses futures réclamations. Il lui a dit, ce n'est peut-être pas la meilleure décision. On ne sait jamais ce qui peut arriver plus tard. Mais elle l'a ignoré. Elle était trop absorbée par l'idée de sa montée en gamme. Elle pensait échanger un mari raté contre une vie meilleure et ne voulait rien qui la ralentisse. Et c'est ainsi que le divorce a été finalisé. Pas de longues batailles judiciaires, pas de disputes amères. Je l'ai laissée partir avec tout ce qu'elle avait demandé, et plus encore. Et elle s'est assurée que le monde entier le sache. Sandra se vantait auprès de ses amis, racontant à qui voulait l'entendre comment elle avait pris la maison, la voiture et avait été payée intégralement. Pour elle, c'était une rupture nette. Pour moi, c'était la fin d'un chapitre que j'étais plus que prêt à clore. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir laissé dans la poussière. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'a jamais vu venir, c'est que la véritable histoire n'avait même pas encore commencé. Après la finalisation du divorce, j'ai disparu de la scène sociale. Pendant que Sandra étalait sa liberté et se vantait de son nouvel homme, je me suis fait encore plus discret. Je ne me cachais pas, j'attendais. L'entreprise où j'avais travaillé pendant des années, celle qui venait d'être rachetée, finalisait encore toutes les formalités post-acquisition. Ces choses prennent du temps, environ 6 mois pour être exact. Et au moment où tout a été scellé, 4 mois s'étaient déjà écoulés depuis que Sandra était sortie de ma vie. Puis est arrivé le moment que j'avais préparé en silence. Lorsque les nouveaux propriétaires ont commencé à examiner nos propriétés intellectuelles, ils ont vu le brevet à mon nom et le voulaient à tout prix. Au lieu de proposer un accord de licence, qui aurait rapporté des redevances au fil du temps, ils ont décidé de l'acheter purement et simplement. L'offre dépassait les 80 millions de dollars, mais si tout se passait bien, je recevrais 67 millions de dollars. Peu importe à quel point vous pensez être maître de vous, quand vous voyez ce chiffre par écrit, votre cœur fait un bond. Mais je ne l'ai pas laissé paraître. Je suis resté professionnel et j'ai suivi à la lettre chaque conseil que mon avocat m'a donné. Il m'a averti, ne prenez pas cet argent en votre nom personnel. Si la nouvelle se répand, des gens dont vous n'avez jamais entendu parler penseront soudainement qu'ils ont droit à votre succès. Nous avons donc créé une société à responsabilité limitée, une SARL, détenue par une fiducie offshore. De cette façon, lorsque l'argent a été transféré, il n'a jamais atterri sur mon compte bancaire personnel. Légalement et financièrement, j'étais protégé. Sandra ne verrait pas un seul centime. Ce soir-là, une fois tout finalisé, je me suis assis seul et j'ai laissé tout cela décanter. Je n'ai pas acheté de manoir. Je n'ai pas fait de voyage de luxe ni posté quoi que ce soit de tape à accent grave-l'œil en ligne. Au lieu de cela, j'ai ouvert ma propre entreprise, discrètement, sous l'égide de la fiducie. J'ai choisi de ne pas me verser de salaire. Ce n'était pas nécessaire. Pour moi, il ne s'agissait pas de montrer au monde ce que j'étais devenu. Un peu plus d'1 an s'était écoulé depuis la signature des papiers du divorce.
La vie avait suivi son cours, ou du moins c'est ce qu'il semblait en surface. Sandra, mon ex-femme, avait rapidement refait sa vie avec un nouveau type, affichant leur relation sur tous les réseaux sociaux. La vie était belle de son côté, du moins en apparence. Puis vint la découverte. D'une manière ou d'une autre, Sandra a eu vent de ma fortune. Elle a découvert que je n'étais pas fauché, que je n'avais pas touché le fond, que je n'étais pas le raté qu'elle m'avait dit que j'étais. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la chose pour laquelle elle s'était moquée de moi, ma loyauté envers le travail qu'elle disait être indigne de moi, était la même chose qui m'avait rendu riche au-delà de ses rêves les plus fous. Pour ne rien arranger, elle et son nouvel homme avaient déjà dilapidé la majeure partie de l'argent que je lui avais donné lors du divorce. J'ai découvert que lorsque vous confiez de l'argent à quelqu'un qui a des goûts de luxe et un mauvais jugement, il disparaît rapidement s'il ne l'a pas gagné. Alors, quand elle a finalement réalisé que j'avais reçu une somme d'argent, elle était furieuse. Elle a pris un avocat et a déposé une requête pour rouvrir le dossier financier du divorce. Son argument, j'avais commis une fraude, j'avais caché un gain massif pendant la procédure de divorce et elle avait droit à sa part. Soudain, la même femme qui m'avait dit que je n'étais pas fait pour réussir me traînait de nouveau devant les tribunaux pour réclamer une part de la vie que j'avais construite après son départ. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'il était déjà trop tard. Tout comme avec le mariage, elle n'en a vu la valeur que lorsqu'elle ne lui appartenait plus. J'ai reçu une notification de son avocat. Leur argument, il a caché un gain massif pendant le divorce. Nous exigeons notre part. C'était tout leur argumentaire. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai ri. Elle n'avait clairement aucune idée à quel point cet accord de divorce était inattaquable. Et je savais qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire les petits caractères. Ma défense juridique était simple. Premièrement, la vente du brevet n'a pas eu lieu pendant notre mariage. Elle a eu lieu après la finalisation du divorce. Légalement, cela signifie qu'il n'est pas considéré comme un bien matrimonial. Affaire classée sur ce point. Deuxièmement, le brevet lui-même était le mien depuis le premier jour. Je l'avais construit de A à Z, sur mon temps personnel, en utilisant mes propres compétences et sans un centime ou une seconde d'aide de Sandra. Elle n'y a pas investi, elle ne savait même pas qu'il existait. Troisièmement, l'argent de la vente ne m'a même pas été versé personnellement. Il est allé directement dans une société à responsabilité limitée détenue par une fiducie, pas à mon nom. Enfin, la cerise sur le gâteau, nous avions déjà signé une clause dans l'accord de divorce qui interdisait à l'une ou l'autre des parties de poursuivre pour de l'argent supplémentaire plus tard. Son propre avocat l'avait prévenu, mais elle voulait de l'argent rapide et avait signé quand même. Au tribunal, nous avons tout apporté, la date exacte de la vente du brevet, des mois après le divorce, la preuve que le brevet avait été créé bien avant que nos problèmes ne commencent, la documentation sur la structure de la vente et de la fiducie, et bien sûr, l'accord de divorce original avec sa signature juste à côté de cette clause qui disait « Aucune réclamation future ». Quand le juge m'a demandé de répondre, je suis resté calme. J'ai regardé droit devant moi et j'ai dit « En fait, votre honneur, la vente a eu lieu après notre signature. » Et j'ai divulgué tout ce que j'étais tenu de divulguer. J'aurais pu sortir de là satisfait, sachant simplement que l'affaire était morte-née. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai décidé de contre-attaquer. J'ai intenté ma propre action en justice. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rompu l'accord. Cette clause n'était pas facultative, et me traîner en justice pour quelque chose que nous avions tous deux convenu d'exclure constituait une rupture de contrat. J'ai donc poursuivi en dommages et intérêts, spécifiquement pour couvrir tous les frais juridiques que j'ai dû engager pour faire face à leur plainte sans fondement. Et devinez quoi? Le tribunal a été d'accord avec moi. Le juge a statué que Sandra et son avocat avaient violé les termes de l'accord initial et ils ont été condamnés à payer mes frais de justice. Était-ce une somme énorme? Non, même pas proche de ce que j'avais dépensé au total. Mais ce n'était pas une question d'argent. Cela a envoyé un message clair. On ne peut pas piétiner les gens et ensuite crier à l'injustice quand son pari ne paie pas. Une fois que tout a été définitivement terminé, je me suis assis et j'ai écrit une lettre. Je l'ai écrite parce que j'avais besoin de dire quelque chose que je n'avais jamais eu l'occasion de dire pendant le chaos. Et je l'ai gardée simple. La lettre disait « Merci d'être parti quand tu l'as fait. Je n'aurais pas pu accomplir cela avec toi dans les parages. Je savais que si elle était restée, je n'aurais jamais eu la clarté ou la tranquillité d'esprit pour mener à bien l'affaire du brevet. Sa négativité, ses reproches constants,
la pression de devoir faire mes preuves auprès de quelqu'un qui n'a jamais vraiment cru en moi m'aurait dévoré vivant. Donc, son départ n'était pas seulement une bénédiction déguisée. Quelques jours après avoir reçu la lettre, elle a appelé. J'ai laissé sonner les premières fois, mais elle a continué d'appeler. Finalement, j'ai décroché. Elle pleurait. Finalement, elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle avait tout gâché, et a demandé si nous pouvions nous voir pour simplement parler. C'était la première fois depuis des années qu'elle ressemblait à la femme que j'avais épousée. Mais cela ne changeait rien. Le mal avait été fait il y a longtemps. Alors je lui ai dit non. J'ai juste dit, je ne te verrai pas, Sandra. Je te souhaite le meilleur, sincèrement, mais certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées. Maintenant, quand les gens me demandent si je sais ce qu'elle devient, je leur dis la vérité, je ne sais pas, et ça m'est égal. Vraiment. Quand on trouve enfin la paix, la dernière chose qu'on veut faire, c'est de remuer les vieilles histoires qui ont failli vous briser. En y repensant, je réalise que la trahison ne se limitait pas au divorce. Parfois, la meilleure vengeance est de ne pas avoir besoin de vengeance du tout. Merci d'avoir regardé. Faites-moi savoir ce que vous en pensez et vos opinions sur la situation ci-dessous. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Mon père m'a cassé le doigt avec un marteau parce que j'ai demandé pourquoi ma sœur avait un steak et moi, des restes. Les filles inutiles ne méritent pas de doigts, a ri mon père. Les déchets ont les restes, a craché ma mère. Je leur ai servi une vengeance qu'ils n'ont pas pu avaler. Je m'appelle Lydia, et si je pouvais remonter au temps où j'avais 9 ans, je dirais 2 choses à cette petite fille. 1. Tu n'es pas folle. 2. Tu n'es pas l'erreur qu'ils ont dit que tu étais. Mais à l'époque, je ne savais rien de tout cela. Tout ce que je savais, c'est que le dîner avait toujours une apparence différente dans mon assiette par rapport à celle des autres. Ma sœur Cassidy, l'enfant soi-disant miracle, avait de la purée de pommes de terre avec du beurre en forme de fleurs, un steak si tendre qu'il fondait en bouche, et des tranches de pêche fraîche dans un bol en verre refroidi par des glaçons. Moi, j'avais du pain sec et du chou bouilli. Quand je demandais pourquoi, ma mère disait, parce que Cassidy a besoin d'énergie. Toi. Tu es juste toi. Je voulais croire qu'il ne le pensait peut-être pas, que j'imaginais juste des choses. Mais ensuite est venue la nuit où tout s'est brisé, littéralement. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'avais 13 ans. Je venais de rentrer de la bibliothèque de l'école où j'étais resté tard parce que je ne supportais pas d'être à la maison. L'air y était toujours lourd, comme si je marchais sur un sol qui pouvait s'effondrer à tout moment. Je suis entré et j'ai senti l'odeur immédiatement, du steak. Mon estomac a gargouillé si fort que j'ai failli en rire. Cassidy était déjà à table, un festin complet devant elle, filets saignants, asperges à l'ail, muffins au maïs. Je suis entré dans la cuisine et j'ai vu mon assiette qui m'attendait déjà. Une tranche de pain, même pas grillée. Une fine couche de mayonnaise dessus. C'était tout. Où est le reste, ai-je demandé, trop fatigué pour faire semblant. Mon père se tenait près de l'évier. Il n'aimait jamais être questionné. Il s'est retourné. Tu demandes ça avec ce ton? J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas juste. Pourquoi Cassidy a-t-elle un steak et moi, ça? Cassidy a gloussé. Peut-être parce que je ne ressemble pas à un rat noyé. Ma mère n'a pas bronché. Mais mon père, lui, s'est avancé d'un pas furieux, comme s'il avait attendu ce moment. Il n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il a attrapé ma main, l'a claquée sur le plan de travail, et de l'autre main, il a pris le marteau rouillé du tiroir à bric-à-brac. Cassidy continuait de mâcher. Ma mère n'a pas bougé. Puis, crac. Je crois que j'ai quitté mon corps. Un autre crac. J'ai entendu ma propre voix crier, mais je ne le sentais pas. J'ai vu mes doigts se plier bizarrement, enflés. L'ecchymose fut immédiate, des éclairs violets rampant sous ma peau. Mon père s'est penché et a murmuré, « Redemande-moi ça. » Je te défie. Puis il a laissé tomber le marteau comme si de rien n'était. Je suis tombé par terre. Cassidy a fini son muffin. Pas d'hôpital, pas d'excuses, pas de punition. Cette nuit-là, ils m'ont enfermé dans la cave avec une vieille poche de glace et un chiffon humide. Mes doigts me lançaient, mutilés et tordus, enroulés dans un torchon qui puait l'eau de Javel. J'ai passé la nuit à trembler, me murmurant de rester en vie. Non pas par peur, mais par fureur.
C'est cette nuit-là que j'ai changé. Mes doigts ont mal guéri. Aucun médecin ne les a jamais examinés. Ils ne se sont jamais redressés depuis. Et Cassidy, elle se vantait que l'amour vache rendait les choses faibles plus fortes. Mais voici ce qu'il ne savait pas. Une douleur pareille vous reconfigure. Elle transforme chaque cicatrice en un plan directeur. Il pensait que je me briserais et disparaîtrais. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, j'observais. Je restais silencieuse. Je les laissais m'oublier. Et ce fut leur première erreur, car j'ai commencé à prêter attention. Papa avait une routine. Il quittait la maison tous les dimanches soirs à 18h30 précise. Il disait que c'était pour les affaires du conseil de l'église, mais il ne revenait jamais en sentant les cantiques. Maman avait ses propres secrets, comme se faufiler dans le bureau de l'école après les heures de travail. Elle y travaillait à temps partiel et fouillait dans les fonds de donation. Cassidy était leur chérie, mais elle avait plus d'ennemis que d'amis. Elle n'était pas intelligente, juste bruyante, pas talentueuse, juste privilégiée. Et moi? J'étais l'ombre invisible. Mais les ombres apprennent comment fonctionne la lumière. À 16 ans, j'avais lu plus que la plupart des adultes ne le feront jamais. Je faisais du bénévolat au théâtre de l'école pour éviter la maison, j'ai appris l'éclairage de scène, la conception de décors, et même comment faire passer des câbles et des haut-parleurs. Je prenais des notes sur tout. Et j'ai commencé à travailler dans un refuge pour animaux le samedi. C'est là que j'ai rencontré Donna. Donna avait la soixantaine, dirigeait le refuge comme une base militaire, mais avait des yeux qui en savaient trop. Un après-midi, elle a vu ma main trembler alors que je ramassais un bac à vaisselle. « Qu'est-il arrivé à tes doigts » demanda-t-elle doucement. J'ai ouvert la bouche, les refermé, puis j'ai haussé les épaules. Une recette de famille, ai-je marmonné. Elle n'a pas insisté. Mais 2 semaines plus tard, elle m'a tendu un dossier. À l'intérieur, des documents officiels, des papiers d'émancipation, des références pour le logement et 3 numéros à appeler si jamais j'avais besoin d'un endroit où aller. « Tu n'as rien demandé, dit-elle, mais je vois tout. » Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai plié les papiers et les ai glissés dans mon sac à dos. Je n'étais pas encore prête, mais je le serai bientôt. Parce que la vengeance n'était pas une explosion soudaine. Elle était lente, prudente, silencieuse. Et elle ne viendrait pas avec un cri, mais avec un sourire. Je suis resté 2 ans de plus dans cette maison. Même après le marteau, même après les doigts brisés, la cave verrouillée et les nuits où je dormais d'un œil pendant que Cassidy paradait comme une reine de beauté. Parce que je planifiais chaque seconde, chaque étape. Ça a commencé discrètement. Donna m'a trouvé une place de bénévole à la station de radio locale. Elle est douée avec les fils, a-t-elle dit au directeur. Et juste comme ça, j'étais derrière la console les week-ends, ajustant les faders, testant les micros, apprenant comment le son fonctionnait, comment les voix pouvaient être amplifiées, comment le